Parti. Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de suivre cette série d'interviews que je lance de coachs, de thérapeutes, d'accompagnants, de personnes pertinentes dans le domaine de l'accompagnement à l'épanouissement amoureux. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité, Jean-Philippe Pantot, qui est sophrologue et coach pour hypersensibles. Bienvenue, Jean-Philippe. Merci à toi Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour cet échange. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, je ne sais pas quel format on va y mettre. On est dans la pure improvisation, mais c'est ça qui est chouette et c'est ça qui est plein d'humanité dans ce format-là. Jean-Philippe, avant qu'on rentre un petit peu dans les échanges sur l'amour, l'épanouissement amoureux, comment toi tu vois les choses, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, nous partager ton parcours et nous dire ce qui t'a motivé aujourd'hui à être sophrologue et en particulier coach pour les hypersensibles? Ok, ok. Donc bonjour à toi Guillaume, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Jean-Philippe Anto, je suis sophrologue et coach pour hypersensibles comme tu viens de le dire. Moi je suis spécialisé aujourd'hui dans l'affirmation de soi, justement la confiance en soi pour les hypersensibles, dans tout ce qui est Ok. relations interpersonnelles. Mhm. Euh, J'aide les hypersensibles en fait à se libérer de leur blocage émotionnel, Ok. notamment tout ce qui est en lien avec la peur du regard des autres, la peur voilà de s'affirmer, de prendre sa place, Ok. d'être critiqué, etc. Donc ça c'est vraiment on va dire ma zone de compétence. Au départ donc je me suis formé en tant que sophrologue parce que moi Ouais. j'ai un parcours justement hypersensible. Avant je savais pas que j'étais hypersensible. On parlait moins de ça à l'époque. Donc, je mettais pas forcément de nom dessus, pas forcément d'étiquette, mais j'avais ce sentiment qu'il y avait voilà, quelque chose de, une sensibilité différente. D'accord. Et peut-être juste après définir ce que c'est l'hypersensibilité pour ton audience, pour qu'ils Ouais. puissent bien comprendre. Effectivement, c'est Euh, une question que j'allais avoir. Mais si je me permets juste de te questionner, si je peux, sur ton parcours, parce que j'imagine que finalement, si tu souhaites aider ces personnes-là, c'est parce que toi, tu es passé par certaines difficultés. Est-ce que tu te sens de nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Ou alors, si c'est indiscret, c'est ah OK, non, hein. non, non, Mais non, c'est c'est tout intéressant à de fait voir OK. un petit peu les difficultés que chacun a surmontées, tu vois, dans son Ouais, parcours. ouais. Bah, c'est sûr, on ne devient pas thérapeute ou sophrologue par hasard, hein, il y a un parcours, il y a un chemin de vie. Mhm. Et donc moi, au départ, donc du coup, j'étais vraiment phobique sociale, carrément. Donc OK. là, la phobie sociale, c'est vraiment la peur des autres, Ouais. la peur pathologique d'entrer en contact avec les autres. En fait, j'ai développé cette phobie sociale parce que bah, justement, j'étais hypersensible et pour me protéger, du coup, voilà, j'ai mis une carapace, une double, triple, quadruple protection pour me protéger des autres. Et OK. donc, du coup, j'ai développé cette anxiété sociale qui faisait que ben, c'était très dur d'entrer en relation avec les autres, que ce soit ben, dans les relations amoureuses, les relations même amicales, hein, OK. en dehors du cadre vraiment très proche de la famille. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, ça, c'est un petit peu pour situer d'où je pars. Et comme je suis une personne très têtue et amoureuse de la liberté, j'ai voulu sortir de cette coquille un petit peu. Donc, ben, j'ai pris le chemin long, Ouais. hein, c'est-à-dire que au départ, j'étais pas du tout dans l'optique de me faire accompagner. Je voulais vraiment m'en sortir seul. Et puis peut-être qu'il y avait aussi cette peur d'aller voir des thérapeutes, etc. Donc ça m'a pris du temps, mais sur Mhm. le chemin, j'ai trouvé des clés justement pour bah, s'affirmer, prendre sa place au milieu des autres, être plus épanoui et plus heureux dans la relation. Ouais. Et, euh, et, euh, et je me suis dit, mais c'est génial en fait, parce que il y a pas de fatalité en fait. Ouais. Tu peux vraiment sortir, tu peux vraiment devenir toi, Ouais. t'autoriser à être pleinement toi au milieu des autres, malgré les peurs, malgré, ah oui, c'est principalement des peurs et des blocages qu'on a pour se protéger, hein. Mais au-delà de ça, tu peux sortir de ce que j'appelle souvent la prison mentale. Parce que La la prison mentale, prison, wow. ouais, Ouais. c'est ça, c'est vraiment toi, quelque part, à un moment donné, qui t'enferme inconsciemment pour Ouais. te protéger, mais en même temps, tu te coupes des autres,
tu te coupes bah, du coup de l'opportunité de t'épanouir dans les relations. Ouais. Donc sur le chemin, voilà, j'ai découvert des clés et, et bah, J'adore forcément, cette. j'ai eu juste l'envie en fait de partager ça, ce Ouais, qui est pour terminer la boucle. Qu'est-ce qui ouais. m'a amené à devenir sophrologue? Ben, c'est vraiment le fait d'avoir découvert ces clés-là. Une fois que tu es bien, que tu es aligné avec toi-même, tu n'as qu'une envie, c'est de le partager en fait. C'est de le Ah, partager waouh. aux autres et de dire, voilà, il n'y a pas de fatalité en fait. Ouais, d'aider les autres à se libérer. J'adore cette image que tu utilises de la prison mentale parce que c'est sans doute la seule prison au monde où on est à la fois le prisonnier et le gardien, quoi. Tu vois, Mm. c'est presque ça le plus terrible. Et ouais, en tout cas, ton parcours, il est ultra inspirant pour tous les gens qui regardent cette vidéo et qui se reconnaîtront un petit peu dans ta situation du passé, parce que le chemin, il est quand même incroyable. De phobique sociale à aujourd'hui faire une vidéo YouTube en totale improvisation, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui nous regarde et on ne sait pas les potentiels commentaires virulents qu'il pourrait y avoir en dessous de cette vidéo, mais on y va et on s'en fout. Sacré parcours, quoi. Félicitations Mm. pour ça. Mm. Euh, Ouais. vas-y. Et je voulais juste rebondir sur la prison mentale. Ouais, Euh, le plus gros blocage, en fait, c'est déjà de prendre conscience que tu es dans ta prison. ouais, Parce que tant que tu n'en as pas conscience, tu peux rien faire, tu peux pas en sortir. bien Mais sûr. c'est vraiment dès lors où tu te dis, mais en fait, je m'auto-sabote tout seul. Ouais. Oui, certes, j'ai ce besoin de sécurité, ce besoin de me replier sur moi-même pour retrouver ouais, une forme de sécurité, mais en même temps, mais je me coupe de tout le reste. Mm. Ça, c'est dommage. Ouais, et en même temps, je me dis que quand presque toute ta vie, tu as connu que ça, c'est juste ta normalité pour toi. Et j'imagine que ça doit être difficile de concevoir que les choses puissent être autrement. C'est ça. Et de Ouais, s'entourer aussi, le réflexe qu'on a, c'est de s'entourer de personnes qui sont comme nous, qui ont les mêmes blessures que nous, les mêmes souffrances que nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est hypersensible et qu'on a ces blessures? Alors, tout dépend de la blessure. Ça peut être la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, peu importe. Mais quand on a les mêmes difficultés, on va avoir tendance à aller dans des groupes d'hypersensibles ouais, où il n'y a pas forcément quelqu'un qui va te tirer vers le haut et qui va te dire, mais regarde, il y a une porte de sortie là. ouais. Il y a une autre manière de faire. Tu n'es pas obligé de rester dans ce carcan-là qui t'oppresse, quoi. Ouais, Mm, super intéressant ce que tu nous partages. Juste une question spontanément qui me vient comme ça, et puis après, on basculera peut-être sur la définition de l'hypersensibilité, parce que je pense que c'est important de le mentionner aussi. Mais tu disais que dans ton parcours, tu avais pris le chemin long, que ça a pris pas mal de temps pour te libérer de tout ça. Est-ce que tu peux juste donner un ordre de grandeur du temps que ça t'a pris pour toi? Et puis aussi du temps que tu penses que ça aurait pu te prendre si tu avais pris le chemin rapide, pour le coup. mm, Si tu avais mis mm, tout de suite en œuvre tout ce qui t'a aidé à sortir de cette prison mentale-là. Juste pour donner un ordre de grandeur aux gens qui nous regardent et qui sont peut-être dans une situation similaire. mm. Elle est super intéressante ta question. Alors moi, je suis phobique social depuis l'adolescence, voire OK? même, même avant. Ça me posait un peu moins de problèmes avant, mais vraiment, c'est depuis l'enfance. Et ouais, pour te donner un ordre de grandeur, ça m'a pris 10 ans OK. pour vraiment sortir de là. Donc après, on évolue toujours, hein, il y a toujours de nouveaux défis, de nouveaux challenges, mais vraiment pour me sentir pleinement moi-même, aligné et ne plus avoir peur des autres, ça m'a pris, oui, en gros 10 ans. Mhm. Euh, et aujourd'hui, avec les outils que je connais, avec les méthodes que j'applique avec mes clients, euh, au plus, alors tout dépend de la situation, bien sûr, chaque Ouais, de la situation est gravité différente. de la prison, quoi. Ça dépend de là où tu pars, bien sûr, mais en un an, tu peux OK. faire un travail colossal. Ah, waouh, waouh. Et pardon, une autre question qui me vient à l'esprit, mais est-ce que c'est un travail, ce travail sur un an, qui te semble aussi envisageable pour une personne qui est en pleine adolescence, dans cette phase un peu critique, avec tellement de changements? Ou est-ce que, au contraire, tu dirais que c'est bien quand même d'être arrivé à l'âge adulte, d'avoir une certaine maturité pour mener tout ce travail? Hmm, super intéressant. Moi, ça a commencé à bouger pour moi à Ouais, partir du moment où j'ai pris la décision
de D'accord. sortir de ma prison mentale. C'est-à-dire que la première étape, c'est déjà de prendre conscience que, en fait, ouais, tu as des freins, que Mhm. ces freins, en fait, c'est toi qui te les mets. Ouais, Et tant que tu n'as pas pris la décision de sortir, et donc là, je parle vraiment d'affirmation, c'est ça, en fait, l'affirmation. La première affirmation, c'est, OK, j'en ai marre de cette situation, je veux sortir de là. Et à ouais, partir de là, tu trouves des solutions, tu mets en place des choses. Mais tant qu'il n'y a pas cette affirmation-là, c'est difficile. ouais. D'ailleurs, avec mes clients, en fait, je dis toujours ça, c'est un travail d'équipe. Moi, Ouais. je vais pas être ton sauveur, je vais pas sauver la situation. Par contre, je connais le chemin par cœur et je serai ton guide, en fait. Mais tant que la Mhm. personne n'a pas pris la décision, OK, là, j'en ai marre d'être dans mon isolement, dans mon enfermement, je veux aller vers les autres, je veux vivre des relations épanouissantes. Tant qu'il n'y a pas alors, je cherche le mot, mais ce qui me vient, c'est cette Ouais, rage de changer ta situation. Eh ben, il n'y a pas le fuel, il n'y a pas la détermination pour que ça bouge. Donc, ouais, d'accord. effectivement, c'est très difficile de changer une personne tant qu'elle n'est pas prête. Ouais. Donc finalement, pour revenir à ma question, peu importe l'âge, du moment que la personne est prête et qu'elle est vraiment décidée au plus profond d'elle-même à changer. Et C'est ça. Mm. finalement, ce que tu es en train de nous dire aussi, Jean-Philippe, là, entre les lignes, c'est que, si je comprends bien, c'est que tu as aussi parfois des clients qui viennent te consulter avec une envie apparente de faire changer les choses, mais quand tu creuses un peu, tu te rends compte que la décision n'est pas vraiment prise, qu'il y a encore un certain confort pour eux à rester dans cette situation, qu'ils n'ont pas encore pris conscience de tous les méfaits pour eux de cette situation et qu'il y a encore un petit travail à faire avant que cette décision, que ce déclic, il puisse se faire. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, bah, en fait, il y a deux niveaux. Il y a le niveau où tu as besoin, en fait, de réassurance, de besoin déjà d'être écouté, de comprendre qu'est-ce que tu vis intérieurement. Moi, je sais que beaucoup de personnes, en fait, quand elles mettent le mot hypersensible sur ce qu'elles vivent, ça leur fait énormément de bien. Ça, c'est la première étape. Mhm. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont prêtes encore à se libérer. Ça vient après avec, ben, vraiment, c'est une décision, la maturité aussi émotionnelle de se dire: Ouais, «Je vais me faire aider». ouais. De considérer que, c'est pas parce que, il y a une personne qui, connaît quelque chose que toi tu ne connais pas encore, c'est pas forcément un signe de faiblesse. C'est pas forcément dire, «Je ne vaux rien». Au Mhm. contraire, pour moi, c'est un signe de courage de dire: «Mais je vais gagner du temps». Je Ouais, vais gagner du temps si je me fais accompagner avec cette personne qui a déjà fait le chemin. ouais. Finalement, c'est une première étape essentielle d'affirmation. De dire, Mmh. OK, j'ose m'affirmer dans ma «vulnérabilité» entre guillemets et accepter que seul je vais avoir du mal à le faire. Donc je fais appel à quelqu'un pour me faire accompagner. Ouais. Super Mmh. intéressant ce que tu dis. Et j'ai envie de te poser une autre question, pardon, j'ai trop de questions qui me viennent. Vas-y, vas-y. J'adore cet échange, Jean-Philippe. Est-ce que, à contrario, tu constates aussi que, bon, là je parlais un petit peu de lancer ce travail potentiellement, pendant l'adolescence déjà, une grande phase de changement. Est-ce que, à contrario, c'est possible aussi de lancer ce type de transformation à un âge plus avancé? Tu vois? Parce que, intuitivement comme ça, j'aurais tendance à me dire que les personnes qui sont un petit peu plus avancées en âge, elles ont construit un niveau de certitude, autour d'elles et que c'est peut-être un petit peu plus difficile d'aller briser ces certitudes pour les aider à avancer et à se libérer de cette prison mentale qu'on évoquait tout à Mmh. l'heure. Mmh. Ah, alors, pour répondre à ta question, en fait, tu peux te libérer à tous les âges. Moi, OK. j'accompagne des personnes qui sont, voilà, sur la cinquantaine, voire même Waouh! un petit peu plus Ouais. et c'est pas forcément plus difficile. OK. Alors d'un côté, il y a effectivement, c'est très juste, ce que tu dis, il y a tout, un tas de croyances qui sont Ouais. construites, donc ça va être, difficile de déconstruire ça pour, reconstruire quelque chose d'autre, donc il y aura plus de travail, mais d'un autre côté, la personne, elle a un niveau de conscience qui a évolué et Mmh. son niveau de: «J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, il faut que ça change», il est top niveau et là, il y a cette énergie nécessaire pour, que ça bouge, quoi. Donc Ah c'est pas waouh! forcément plus difficile. Ouais. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis, j'avais pas du tout pensé
Moi, je voyais que, tu vois, cette idée de s'ancrer à fond dans ses croyances limitantes et dans ses certitudes. Mais toi, ce que tu mets en avant aussi, c'est que finalement, il y a un tel niveau de ras-le-bol chez ces personnes-là que, combiné peut-être à une certaine maturité aussi, une certaine aptitude à s'analyser un petit peu, une certaine sagesse de vie peut-être, qui va faciliter peut-être le process aussi. Waouh, ok, j'avais pas pensé à ça. Ok, est-ce que du coup maintenant on peut rentrer dans la définition de l'hypersensibilité, Jean-Philippe, parce qu'on en parle beaucoup Ouais. depuis le début. Comment, comment tu définirais ça, toi? Ça se caractérise comment pour les gens qui vivent ça? Je t'avoue que c'est quelque chose qui m'est assez étranger. D'accord? Donc, si on devait mettre des mots là-dessus. Alors, je vais essayer de définir rapidement ce qu'est l'hypersensibilité pour moi. Ouais. Donc, l'hypersensibilité, c'est une manière particulière de percevoir et de traiter les informations dans le monde. Donc, c'est une sensibilité particulière, une manière particulière d'être au monde. Donc, il y a deux grandes formes d'hypersensibilité. La Mhm, première forme, c'est une hypersensibilité qui est suite à un vécu émotionnel traumatisant. Donc, mhm. voilà, clairement, dans un moment donné dans ta vie, tu as vécu quelque chose de traumatisant. Et donc, pour te protéger, tu vas développer une hypersensibilité. Ouais. Et donc là, dans ce cas-là, en général, quand on traite le traumatisme, ça s'améliore avec le temps. Et puis, il y a une autre forme d'hypersensibilité, celle dont je m'occupe, c'est l'hypersensibilité qui est plutôt innée, D'accord. dès la naissance. C'est comme ça. Euh, les personnes me disent que j'accompagne, c'est bah, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été comme ça. D'accord. C'est dans l'enfance, depuis très jeune, aussi loin que je me souvienne, voilà, j'ai toujours eu cette sensibilité particulière. Donc ça, c'est l'hypersensibilité dont je m'occupe. Et donc, en fait, il y a 5 grandes caractéristiques pour reconnaître si tu es hypersensible ou non. Donc, je Ok. vais les aborder rapidement pour que peut-être que ton audience puisse se dire, voilà, est-ce que je suis hypersensible ou est-ce que je suis pas hypersensible? La première caractéristique, du coup, c'est les antennes, les Ok. capteurs. Tu as un ou plusieurs des 5 sens qui sont particulièrement développés. Donc, ça peut Mhm. être la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. Ou alors, ça peut être des capteurs internes, c'est-à-dire tu as un ressenti émotionnel, tu Ouais. sens, tu as une impression, une intuition, tu mets pas forcément des mots dessus, mais tu as un ressenti que la plupart des gens n'auraient pas. En Une fait. Donc sorte de ça, c'est le sixième premier. sens, quoi. Voilà, on pourrait dire une sorte de sixième sens depuis très très jeune. Ouais. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est la pensée en arborescence. D'accord. C'est-à-dire que comme tu vas capter un grand nombre d'informations dans ton environnement, du fait de cette hypersensibilité, ton cerveau, il va être obligé un petit peu de se calibrer pour traiter en même temps toutes les informations qui t'arrivent. Donc, au lieu d'être dans une pensée logique, linéaire, d'abord je fais A, ensuite je fais B, ensuite je fais C, ta pensée, elle va avoir tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Wow. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui me disent j'ai plein d'idées à la seconde, ça part dans tous les sens. C'est difficile aussi de se recentrer, de se structurer. Euh, Avec une sorte de fatigue mentale aussi, j'imagine, qui doit venir quand les idées partent dans tous les sens. Comme ça, à un moment, on doit se sentir presque submergé. c'est ça. Donc, ça demande un effort justement pour se structurer, Ouais. structurer sa pensée. Donc, il y a une vie intérieure qui est riche. Ça, c'est la Ouais. troisième caractéristique. C'est-à-dire que tu es beaucoup dans ton monde intérieur et tu as besoin de temps pour t'isoler, même si tu aimes être en contact avec les autres. Si tu n'as pas un moment dans ta journée où bah, tu t'isoles un petit peu, tu es un petit peu en retrait avec toi-même, souvent au contact de la nature, dans un environnement calme, c'est compliqué pour toi parce que tu vas vite te fatiguer. Ouais. Donc, tu te ressources beaucoup au contact de la nature en étant en contact avec toi-même. Ça, c'est la troisième caractéristique. Euh, évidemment, j'ai oublié la plus importante pour moi, c'est une grande empathie. Ok. Beaucoup d'hypersensibles ont développé cette capacité de grande empathie, donc justement du fait des capteurs. Euh, quand il y a une émotion qui plane un petit peu dans l'environnement, des hypersensibles, c'est des éponges, ils vont tout absorber. Si tu sens qu'il y a quelqu'un dans la pièce qui est un peu triste ou un petit peu agacé ou tracassé, tu vas le sentir. Ok. Euh, voilà. Et puis la dernière caractéristique, c'est la conséquence un petit peu des 4 premières.
c'est le sentiment d'être en décalage social, voire en Mhm. nid d'adaptation sociale, parce que du coup, tu vas percevoir les informations d'une manière différente, tu les traites d'une manière différente, et donc du coup, ça peut amener à des réactions qui sont pas forcément adaptées euh, D'accord. par ce qui est convenu dans la société, on va dire. Et c'est pour ça que souvent, ça entraîne une grande souffrance pour les personnes qui n'ont pas conscience de ça encore. Euh, j'ai l'impression d'être un extraterrestre, d'être D'accord. complètement voilà, décalé, atypique. Donc voilà, pour résumer, les 5 caractéristiques de l'hypersensibilité, pour moi, c'est les capteurs, l'empathie, la capacité à penser en arborescence, Ouais. euh, j'en oublie une, la vie intérieure riche, et puis le sentiment de décalage social. Ouais, l'isolement social qui découle un peu de tout ça. Ouais. Mm, Alors, c'est super intéressant ce que tu nous partages. Et moi-même, en t'écoutant, je pensais un petit peu à des phases de vie où j'ai l'impression d'avoir été dans l'interaction avec des personnes euh, que tu qualifies d'hypersensibles. Et la question que je me posais, notamment avec certaines de mes ex, euh, quelle, quelle limite tu mets, toi, dans ton analyse entre le fait d'être vraiment hypersensible, de vraiment ressentir fort les choses et les émotions dans l'environnement autour de toi, et puis ce que moi j'appellerais un peu la, la surinterprétation de ce qui se passe, tu vois. J'ai l'impression que parfois, de par notre vécu personnel, nos souffrances du passé, nos blessures, on a un peu tendance à peut-être à manquer de confiance en soi et à toujours voir les choses de le verre à moitié vide, tu vois, à mm, toujours voir un peu les choses en noir et à finalement, euh, comment dire, voir de l'hypersensibilité là où en fait il y a surtout de la surinterprétation et de la déformation de ce qui se passe réellement, tu vois. Je sais pas mm. si tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais, je pense que je vois ce que tu essayes de dire. Justement, ça, pour moi, c'est le piège aussi de l'hypersensibilité. Ouais, C'est à la fois, c'est quelque chose qui peut te rassurer et en même temps, tu peux utiliser ça comme une étiquette pour te justifier et te dire, mais en fait, c'est pas de ma faute parce que je suis hypersensible, c'est la faute des autres. Et ouais, ça, c'est un piège parce que du coup, la conséquence de l'hypersensibilité, c'est que tu vas douter beaucoup de toi. ouais, Même si, tu vois, tu as beaucoup d'expérience, tu as beaucoup pratiqué dans un domaine, le fait de penser en arborescence, tu vas douter facilement de toi et de tes capacités. ouais, Et puis, c'est pareil pour l'émotionnel. Les émotions en fait que tu vas capter, si tu as des blessures en fait qui sont pas réglées à l'intérieur de toi, forcément ça va faire résonance. ouais, Et le risque, c'est l'interprétation. C'est d'interpréter en fait tout à travers ce filtre-là. d'accord, Et d'interpréter tout à travers ce filtre-là, effectivement, il y a un risque en fait de tomber dans la victimisation. ouais, Et c'est ça, le plus gros piège, c'est ça. C'est le piège de l'hypersensible pour moi, c'est de vivre dans sa tête et de pas demander vérification. C'est-à-dire, j'ai ce ressenti à l'intérieur de moi, mais est-ce que ce ressenti, il reflète vraiment la réalité? Ça, c'est une d'accord, question que vous pouvez vous poser, qui est ouais. puissante parce que souvent, il y a ce décalage. Ouais, et quitte à demander à l'autre face à nous, ok, j'ai l'impression je ressens un peu les choses comme ça. Est-ce que je vois juste ou est-ce que je me trompe? Et à la limite, j'ai envie de dire, euh, même si par courtoisie ou par volonté de nous préserver, l'autre face à nous nous dit non, mais tu te trompes, t'inquiète pas. L'hypersensible, il percevra le mensonge, donc il saura bien, j'imagine, ce qui se passe réellement, quoi. C'est Hmm, intéressant ce que tu dis, Jean-Philippe, sur cette notion de doute, tu vois. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je me dis finalement, une personne qui se présente comme hypersensible, mais qui, comment dire, affirme le résultat de ses perceptions comme étant une réalité incontestable et qu'il l'affirme de manière catégorique, c'est peut-être pas un réel hypersensible, parce que l'hypersensible, il y a toujours cette notion de doute derrière, non? ouais. Là, tu as vu juste. C'est Ok. effectivement ça. Euh, Maintenant, c'est pas toujours le cas. Ouais, Euh, Parce que le fait aussi d'affirmer des certitudes,
Mhm. Encore une fois, de s'enfermer dans des certitudes pour l'hypersensible, c'est quelque chose qui va être rassurant pour lui. Ça va le rassurer. Ok. Et, euh, et justement, plus le sentiment de confiance en soi, le manque d'estime de soi sera déficient quelque part, Mhm. plus la personne hypersensible va s'enfermer dans ses certitudes. Donc, c'est pour D'accord. ça que la base, en fait, c'est vraiment de revenir à soi, de revenir sur qui tu es, qu'est-ce que tu veux devenir, travailler sur ton image de toi, ton estime de toi. Et ça, Mhm. une fois que tu l'as renforcé, c'est un petit peu ton socle de base. Là, tu peux remettre en question tes certitudes et puis te dire, mais en fait, la réalité, elle est relative quelque part. Il y a mon ressenti, mais il y a aussi le vécu des autres. Ok. Super intéressant ce que tu partages là, j'adore. Et du coup, tu avais anticipé dans ce que tu nous disais précédemment une de mes questions suivantes sur la notion d'inné et d'acquis de l'hypersensibilité. Donc, tu nous as bien expliqué que les deux sont possibles, que toi, tu travailles plutôt sur les hypersensibilités innées plutôt que acquises. Et en même temps, je me demande dans quelle mesure, alors c'est quelque chose qui, moi-même, je suis pas tout à fait à l'aise encore avec ce type d'idée, et ça me semble un petit peu ésotérique. Mais tu sais, on entend parler un petit peu de transgénérationnel parfois, de choses qui sont passées d'une génération à l'autre. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour toi que finalement euh, l'inné d'une personne soit juste l'acquis de l'un de ses ancêtres? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est possible, tout est possible, hein, de toute façon dans la vie. Maintenant, je pense qu'on a déjà beaucoup à s'occuper de la vie qu'on vit Ouais, avant d'aller s'occuper dans le transgénérationnel. ouais. Euh, ouais, j'ai perdu le fil là du coup de ce que je voulais dire. J'avais une idée, mais Ouais, j'avoue que je suis allé loin avec mes questions un peu conceptuelles. non, 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 mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux reformuler ta question? Peut-être que ça me reviendra. Ouais, la question c'était sur l'inné et sur l'acquis. Toi, tu disais que tu travaillais principalement avec des hypersensibles qui étaient dans l'inné, c'est-à-dire que Hmm, d'aussi loin qu'ils s'en souviennent, ils ont toujours été comme ça. Et finalement, alors moi je suis assez attentif, assez curieux, je regarde un petit peu euh, tous les différentes disciplines dans le développement personnel, dans l'accompagnement, dans l'aide à la personne. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont dans ces théories du transgénérationnel, c'est-à-dire des hmm, blessures, des traumatismes vécus par nos ancêtres, qui auraient été marqués dans les cellules avec ce qu'on appelle l'épigénétique, je crois, et qui se transmet après génétiquement presque. Comme un héritage des blessures du passé que toi tu récupères comme ça sans même t'en rendre compte et parce que ça fait juste partie de ta réalité quotidienne depuis ta naissance, et avec presque cette idée que ce serait à toi d'exorciser les démons du passé, les traumatismes qui ont généré ça, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me demandais dans quelle mesure l'hypersensibilité innée, ça pourrait potentiellement être de l'acquis d'un hmm. ancêtre, tu vois. Ouais, ça pourrait. Oui, du coup, ça m'a permis, ta reformulation m'a permis de récupérer ce que je voulais dire. Voilà. Euh, donc, je suis pas spécialiste du transgénérationnel, donc je vais Ouais. pas développer là-dessus. Par contre, ce que je sais, ce qui est transmis en fait de génération en génération, Ouais. c'est les Oui. croyances familiales. Et du coup, souvent, bah, là, du coup, dans la thématique des relations, ce qu'on reproduit, Mhm. c'est les schémas parentaux Ouais. sans même se demander pourquoi on les reproduit. Quand je pose la question à une personne en fait qui veut s'épanouir dans ses relations affectives, qu'est-ce que tu veux? Quel type de relation tu veux? Souvent la personne elle bug parce qu'en fait elle Ok. s'est jamais vraiment posé la question. Elle s'est contentée de reproduire ce qu'elle avait appris inconsciemment de par sa famille, son éducation. Et Ah donc, ouais. ça aussi, je trouve que c'est important de prendre le temps de remettre à plat, en fait. Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? C'est quoi tes critères dans une relation? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Ouais. Et je pense que, ouais, c'est un point important Ouais. de mettre ça à Mais, plat. mais merci de mettre cette thématique sur le tapis. Tu sais que c'est le grand sujet de ce cycle d'interviews que j'ai lancé, hein, puisque moi, je suis coach en épanouissement amoureux, donc c'est vraiment le sujet qui me tient à cœur. Et ça nous permet aussi de faire le lien avec cette thématique des hypersensibles dans l'amour. Donc finalement, ce que tu es en train de nous dire là, c'est que les hypersensibles, bien souvent, ils manquent tellement d'affirmation d'eux qu'ils sont un peu incapables de se mettre
à leur propre écoute pour identifier et définir clairement ce que eux ils veulent dans une relation amoureuse. Hmm, Ce qui peut sembler un peu paradoxal dans le sens où ils sont tellement attentifs et à l'écoute de ce qui se passe autour que finalement ils s'oublient complètement eux presque. hmm, Enfin, je sais pas, je le ressens un peu comme ça, comme si ils oubliaient d'être attentifs à ce que eux ils veulent sincèrement au plus profond d'eux-mêmes. hmm. C'est tout le paradoxe, mais la base en fait de l'hypersensible, c'est voilà, c'est vraiment de travailler sa confiance en soi, son affirmation de soi, et à partir de là, en fait, il peut se projeter vers ce qu'il veut. Quand tu as dit incapable, alors je dirais plutôt en manque de compétences, en fait. D'accord. Pour moi, c'est vraiment des compétences qu'il n'a pas et qu'il peut apprendre à développer. Ok. Apprendre à s'affirmer, apprendre à prendre sa place, apprendre à choisir ce qu'il veut vraiment, Mhm. parce que peut-être qu'on lui a jamais appris en fait à choisir qu'est-ce qu'il veut. C'était Ok. juste dans l'enfance, c'est fais comme ça et tais-toi. Ouais. Et c'est aussi de s'autoriser en fait à revenir à soi. Pour moi, le socle de base, c'est ça, c'est tu reviens à toi et tu vas dans le monde, tu vas dans les relations de manière beaucoup plus sereine et apaisée. Ok. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Ouais, si, ça répond un petit peu déjà. Euh, j'ai plein d'autres questions qui viennent. Tu as commencé un peu à esquisser la chose, mais est-ce que tu peux dire un mot sur les principales caractéristiques des hypersensibles en amour? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont leurs difficultés principales quand ils sont en relation ou bien quand ils essayent de se mettre en relation? C'est quoi? Qu'est-ce qui est difficile pour eux? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça? Même alors, si on a déjà évoqué pas mal de choses, j'imagine. ce qui est difficile pour eux, c'est de se dévoiler. Ok. Euh, En fait, ils ont tellement, alors ça, je parle pour la majorité, hein, c'est peut-être pas forcément dans la totalité des cas, mais en tout cas, ça, Mhm, c'est pour les personnes que j'accompagne et ça a été mon cas aussi. Donc, je vais parler de ma mhm, situation personnelle. Euh, à un moment donné, ils ont tellement été bridés, mhm. euh, ils ont tellement ressenti ce sentiment de d'être à côté de la plaque quelque part. Je rentre pas dans la norme, dans le moule de la société. Je me sens tellement bizarre quelque part parce que les autres me renvoient que ben, du coup, je vais cacher une partie de moi et je vais montrer aux autres seulement en fait ce qui est montrable. D'accord. Par peur justement de ne pas être accepté, de ne pas être inclus bah, dans le groupe. Ok. Et donc, oui, je vais montrer seulement la partie qui est montrable et toute la partie euh, qui est pas acceptable, en tout cas pour eux dans leur niveau de conscience. Dès qu'on va rentrer un petit peu dans la relation et qu'il va falloir un petit peu, forcément, plus on creuse la relation, plus on rentre dans la relation, plus à un moment donné, bah, va falloir se dévoiler, va falloir parler de soi. Euh, et là, c'est ça, la principale difficulté des hypersensibles en amour, c'est de se dévoiler, c'est Ok. de montrer qui tu es vraiment dans les choses qui sont pas forcément acceptables par la société. Donc, du coup, c'est comme si tu jouais un jeu, tu portes un masque Mhm. et dans le but, c'est vraiment de plaire, d'être accepté. Avec la peur sous-jacente, j'imagine, de perdre la présence de l'autre dans sa vie si on se montre réellement tel qu'on est, quoi. C'est ça, exactement. Ok, super. Et donc, pour sortir de ça, ben, j'imagine que tu vas encore nous parler de l'affirmation de soi, de dire tout part de soi, de la capacité enfin, de travailler sur son estime de soi, c'est ça? C'est de redéfinir en fait ton identité, Ok. et de pouvoir exister en dehors du regard des autres. Mhm. C'est-à-dire que moi, pour te raconter un petit peu mon parcours, je suis tombé dans la dépendance affective. Ok. J'ai vécu une première relation où c'était une relation fusionnelle, Ouais. où du coup, justement, dans la relation, je me suis laissé absorber par la personne avec qui j'étais. Donc, c'est-à-dire, je Ouais. perds toute mon individualité, toute ma personnalité. Mais ça me convenait parce que du coup, j'avais une illusion d'être en sécurité. Ok. Donc, je me suis sorti de ça. Donc, ça, c'était la dépendance affective plus, plus, plus. La relation elle a duré 7 ans. Euh, Ensuite, j'ai rompu. J'ai enchaîné une deuxième relation et là, c'était une relation euh, plus, entre guillemets, subie.
Tu Ok, sais, un petit peu, on se met ensemble, mais j'ai pas vraiment choisi la relation. Tu vois, on ok. se met ensemble parce que c'est cool, mais c'est un Mais petit t'es peu pas comme le pleinement premier convaincu, jour quoi. Ouais. de la rentrée des classes. Quand on prend place dans la salle de classe un petit peu par hasard parce que personne se connaît, oh, bah, tu te mets à côté de moi, bon, bah ok, on se met ensemble, tu vois. C'était un Ah petit ouais, peu dans cette comme ça. énergie-là, mais Ouais, c'était pas conscient, tu vois, c'était pas ouais, conscient à ce moment-là. Là, je te parle avec le recul euh, conscient. Et donc, souvent, les hypersensibles, pour revenir à ta question, les hypersensibles, ils vont se mettre en couple, ils vont tomber dans des relations fusionnelles parce que justement, il y a ce manque de sécurité intérieure. Ça va être des relations fusionnelles où ils perdent leur individualité, donc en même temps, ils ouais. s'enferment. Ok, Ou alors, ils vont être dans des relations, en fait, on se met ensemble parce que, voilà, c'est mieux que d'être tout seul, mais en même ouais, temps, j'ai pas choisi. J'ai pas ouais, vraiment choisi avec mes critères à moi. ouais. Et donc, je suis pas pleinement convaincu, quoi. Hmm, c'est Ouais, ça. ok. Super, super intéressant ce que tu nous partages. Euh, j'ai une autre question aussi que j'ai gardée un peu dans le coin de ma tête depuis tout à l'heure. Je pense qu'elle est super intéressante aussi pour tous ceux qui vivent ce sentiment d'être hypersensible et toutes les difficultés qui peuvent, euh, qui peuvent être associées à ça. Quand on sort de tout ça, euh, parce que là, on a beaucoup parlé de l'hypersensibilité comme une sorte de difficulté, une sorte de handicap quand on n'a pas géré la chose. Mais est-ce que tu peux nous parler de l'hypersensibilité comme ressource, entre guillemets, à quel point ça devient quelque chose d'ultra puissant quand on a réussi à se libérer de ces méfaits, entre guillemets, qu'on a réussi à pleinement s'affirmer, à mieux gérer ses relations de couple, à mieux gérer ses relations avec les autres, à quel point finalement le fait d'être hypersensible, ça peut aider dans plein de choses et ça donne presque un avantage significatif sur tous les autres, tu vois? Bah, c'est exactement ça. Merci de poser cette question. Euh, L'hypersensibilité, c'est ni un avantage ni un inconvénient, c'est un trait de caractère et tout dépend de ce que tu en fais. Ouais, Et comment passer du handicap à l'avantage injuste, quelque part, ouais, ouais, c'est déjà d'accepter que, OK, je suis hypersensible, c'est comme ça, et de comprendre comment tu fonctionnes, comprendre ton mode de fonctionnement. OK, j'ai pas le même mode de fonctionnement que la majorité des gens, et au lieu ouais, d'essayer de rentrer absolument dans le moule, dans les cases, c'est de comprendre comment tu fonctionnes et de jouer avec tes propres règles. Et quand tu as compris ça, quand tu acceptes ça, déjà, il y a un truc qui se libère. Et du coup, effectivement, tu peux utiliser ton empathie mhm, comme une force. C'est-à-dire que les relations toxiques, les pervers narcissiques, les personnes qui sont pas bonnes pour toi, bah, ouais, tu développes une sorte de radar, ouais, tu vois. Et puis, même dans le couple, dans la relation, le fait d'avoir cette empathie, quand tu développes la compétence de communication, quand tu apprends à communiquer avec ton ressenti, quand tu apprends à te dévoiler sans avoir peur, là, ça fait un véritable avantage parce que du coup, tu deviens quelque part une ressource, tu deviens leader du couple. ouais. Avec cette aptitude, j'imagine, à créer très vite un lien très fort parce que tu as cette aptitude à te mettre à la place de l'autre, à ressentir les choses et donc ouais, une facilité de connexion Mm, qui est exacerbée, j'imagine. Ouais. mm. C'est pour ça que, oui, effectivement, ça peut être vraiment un avantage quand on apprend à transcender ça Ouais. dans les relations de couple. Parce que du coup, la personne qui sera avec toi, qui n'est pas forcément hypersensible, qui n'a pas forcément la même sensibilité, alors on a tous une sensibilité, je tiens à Mhm. préciser, il n'y a pas des Oui. personnes pas sensibles et des personnes sensibles. Ouais. C'est juste que c'est une question de degré avec des natures, des sensibilités différentes. Et quand tu as appris à développer cette capacité d'empathie dans le couple, dans la relation, tu peux voir, tu es capable de voir en fait des choses qui se jouent à un niveau subtil que ton partenaire n'est pas forcément capable de voir dans Ouais. l'instant T ou qui n'est pas forcément capable de mettre des mots dessus. OK. C'est super intéressant ce que tu nous dis là et du coup, ça génère ma question suivante où je me dis, quelles recommandations, toi, tu aurais à formuler à un hypersensible qui a pris la pleine mesure de son potentiel d'hypersensibilité, Mhm.
et qui du coup se retrouve dans une situation de couple où lui, il sent les choses. Il arrive à identifier euh, dans un niveau subtil un petit peu ce qui se joue au sein de la relation. Comment utiliser à bon escient cette compétence-là sans braquer l'autre qui, lui, est aveugle à ça, tu vois? Hmm, super, j'adore ta question. Euh, Il y a un autre écueil quand on est hypersensible et qu'on commence en fait à se déchaîner, quand on Ouais, commence à utiliser son super pouvoir, c'est qu'on a l'impression, en fait, alors je vais le dire comme je le pense, on a ouais. l'impression en fait quelque part d'être supérieur à l'autre. Très mauvais, Ah, ouais, très mauvais, parce que justement, on a l'impression de voir quelque chose que l'autre ne voit pas. ouais, Et en gros, voilà, on a l'impression de, mais réveille-toi, regarde, quoi. ouais. Et Comme un du coup, super notre pouvoir, quoi. vérité qu'on perçoit, exactement, la Ouais, vérité qu'on perçoit, en fait, on a envie de l'imposer à l'autre. Et ouais, donc là, c'est très, très mauvais dans la relation parce que du coup, quelque part, on va essayer de changer l'autre, on va essayer ouais, de le modifier, on va essayer euh, de faire en sorte qu'il soit à notre image. Et ouais. là, c'est un gros problème. Comment on dépasse ça? C'est en reconsidérant les relations que je ne suis ni supérieur ni inférieur. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'au Hmm. départ, quand je subis ma sensibilité, je me sens inférieur aux autres. Ouais, Ensuite, quand je prends conscience de mon super pouvoir, quelque part, sans même vraiment le verbaliser, j'ai l'impression d'être supérieur aux autres, donc très mauvais aussi. Et à oui, un moment donné, tu retrouves une position d'équilibre. Tu te dis, mais en fait, je suis ni plus ni moins que mon partenaire. Je suis ouais, juste une personne avec une sensibilité différente. Et je peux lui montrer mon ressenti, je peux lui parler de mon ressenti, mais par contre, je ne suis pas dans l'imposition. Je ne vais pas lui imposer mon regard. Euh, ouais. et c'est Je- ça, c'est je- de laisser de la place à l'autre. Ouais. J'adore ce que tu nous partages là, cette idée d'aller visiter un peu les deux extrêmes du spectre pour en faire l'expérience et puis se rendre compte que finalement, le plus avantageux pour soi, c'est de se mettre dans une position un peu médiane, un peu Mm, modérée, où on n'est ni inférieur ni supérieur, on est juste l'égal de l'autre avec des composantes diverses et variées. Et c'est cette diversité qui fait la richesse aussi de l'interaction entre les deux personnes. mm, J'adore. Et j'ai encore une autre question qui m'est venue tout à l'heure. Et là, on va faire un petit rétro-pédalage peut-être par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Tu évoquais cette notion d'acceptation de l'hypersensibilité qui est à la base de tout. Et en t'entendant dire ça, je me suis demandé dans quelle mesure c'était finalement l'étape presque la plus difficile, notamment dans tout ce formatage social que peuvent vivre les hypersensibles, j'imagine, ou enfin, c'est comme ça que je me le représente, en tout cas, probablement que pendant toute leur enfance, on leur a martelé le fait qu'ils étaient différents, qu'ils n'avaient pas le droit d'être aussi euh, marqués par leurs émotions, qu'il fallait corriger ça. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur cette notion d'acceptation et, et, et peut-être, je ne sais pas si tu peux aussi nous parler des évolutions de société à ce niveau-là, sur l'acceptation de l'hypersensibilité. C'est vrai que tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'on n'en parlait pas du tout, probablement pendant nos jeunesses respectives dans les années 90. Je, je situe à peu près comme ça aussi, un peu comme moi. Alors que maintenant, on en parle peut-être un petit peu plus. Bref, question à rallonge. mm. Question de politicien. Je te laisse te débrouiller avec ça. Ouais, donc l'évolution, je pense que c'est en train de changer. Ouais. On accepte malgré tout, j'ai le sentiment qu'on accepte quand même de plus en plus, on tolère de plus en plus la différence. Donc ça, ça va, je pense, dans le bon sens. C'est Mhm. encore trop long à mon goût. Euh, et effectivement, pour sortir cette difficulté de vivre l'hypersensibilité comme un handicap, c'est effectivement de l'accepter. Et à un moment donné, alors, soit c'est favorisé par l'extérieur, soit c'est pas favorisé par l'extérieur. Quelque part, t'as pas la main dessus, t'as pas le pouvoir dessus. Mais par contre, là où tu as du pouvoir, c'est de te dire, OK, euh, moi, est-ce que je continue en fait à essayer de n'être que une partie de moi-même, mais d'être accepté dans le groupe, Ouais. ou je prends le risque d'être pleinement moi-même, quitte à déplaire à une partie de la population. Ok. Il y a souvent ça, c'est je veux que tout le monde m'aime. C'est ça, c'est la dépendance affective, quelque part, c'est ça.
J'ai ce besoin d'être aimé par tout le monde, en plus. Ouais, Donc, ouais, le rêve impossible, tu vois. ouais, Euh, et quand tu sors de ça, que tu apprends à t'aimer, donc je reviens encore toujours à soi, hein, c'est ouais, quand tu apprends à t'aimer, tu as moins besoin que tout le monde t'aime, donc tu peux accepter de déplaire, qu'il y ait des gens qui te rejettent. ouais. Ça devient acceptable à ce moment-là. Mais c'est seulement à partir du moment où tu apprends à t'aimer. Et en même temps, en t'écoutant, je me dis que c'est sans doute d'autant plus facile pour les hypersensibles de faire cette bascule-là que on ne leur a pas fait sentir leur différence pendant toute leur enfance. Dans ce que tu dis de cette recherche d'amour, de recherche d'approbation de l'autre, j'imagine que c'est potentiellement quelque chose qui est nourri par le fait que pendant les premières années de vie, tout le monde ou toute la société autour de soi nous fait sentir cette différence. Donc, Mm. si on se sentait beaucoup plus accepté dans notre différence dès les premières années, on rentrait peut-être moins dans cette quête d'approbation et d'affection d'autrui. Je ne sais pas si je me Mm. trompe, tu me dis hein, Ouais. si En fait, tu le pas problème de côté. l'hypersensibilité, c'est jamais l'hypersensibilité. Le problème, Ouais, c'est les relations que ouais, tu vas avoir avec ton hypersensibilité. Et oui, effectivement, si tu es dans un environnement qui ne tolère pas ça, n'accepte pas ça, ne comprend pas ça, forcément, c'est ça, c'est là où il y a les difficultés. Si tu ouais, étais tout seul sur une île déserte ou que, idéal, tu es dans un environnement où on est éduqué à l'hypersensibilité, on sait ce que c'est et on l'accepte, bah, forcément, c'est beaucoup plus facile. ouais, Sauf que bah, aujourd'hui, les choses sont ainsi. Les gens ont peur de la différence. Donc ça, c'est ouais, depuis la nuit des temps. Si tu es un petit peu différent de la moyenne, tout de suite, il y a le radar qui s'allume. C'est peur, peur, peur. ouais, Il est différent, elle est différente. Distance. Donc ouais, ok, toi, encore une fois, ton pouvoir, c'est OK, j'ai pas du pouvoir sur la réaction des gens, sur ce qu'ils vont penser de moi, sur comment ils vont me considérer, est-ce qu'ils vont m'accepter ou pas. Tout ça, c'est des grandes peurs. Tout ça, c'est des grandes questions que les hypersensibles se posent. Et en fait, je voudrais juste te dire une chose, c'est que t'as pas de pouvoir sur ça. C'est ouais. juste t'as pas de pouvoir. Et quand tu as compris ça, tu reviens à toi. Tu reviens, J'apprends à m'aimer. ouais, tu reviens sur ce sur quoi tu as du pouvoir, quoi. C'est ça. À savoir toi-même, quoi. Ok. Ouais, on s'est déjà posé des tas de questions et j'en ai encore une qui m'est venue spontanément et je pars un peu dans tous les sens, hein. Pardon pour ça, Jean-Philippe. Pas de Mais souci. j'ai vraiment envie de profiter de ta compétence sur l'hypersensibilité pour te déposer une question là, un truc que j'ai observé un peu, et je viserai personne, hein. J'espère que personne ne se sentira visé dans cette question. Mais j'observe parfois chez les parents qui ont des enfants extrêmement turbulents, limite mal élevés, mal cadrés, machin et tout. Un peu, il y a parfois ce recours à cette excuse en disant ouais, mais il faut le comprendre, c'est un hypersensible. Et voilà, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment on peut, chez un enfant, différencier, enfin faire la différence facilement entre un enfant qui est réellement hypersensible, qui a une, des difficultés par rapport à ça. Et puis, un enfant qui est juste mal élevé, qui n'est pas cadré, qui fait n'importe quoi, et pour lequel on va utiliser cette excuse-là pour se dédouaner du truc. Hein, j'y peux rien, Mm. c'est de l'hypersensibilité innée. Voilà, il faut l'accepter tel qu'il est, quoi. Ouais, encore une fois, c'est utiliser l'hypersensibilité comme une excuse. Ouais. Ouais. Vaste question. C'est OK, hein, si tu n'as pas forcément d'éléments de réponse Non, là-dessus. non, Peut-être mais que moi, je fais des amalgames je qui sont réfléchis inappropriés. en même temps, puisque je suis papa, donc Ouais. ça me concerne également. Moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse toute faite. C'est vraiment de considérer chaque enfant comme quelqu'un d'unique, Mhm. avec sa personnalité, et déjà ça. Rien que Ouais. ça, si on pouvait considérer ça que, OK, mon enfant, il n'est pas comme moi. Ouais. OK. Souvent, c'est ça, la projection des parents, c'est mon fils, ma fille, voilà, il faut qu'il soit comme moi, il faut qu'il soit à l'image des parents. Et en fait, non, OK. il est pas censé être comme toi, c'est juste de considérer ton enfant, d'observer, voilà, d'observer, d'écouter. Ah tiens, il réagit pas comme moi j'aurais réagi. Ah tiens, Ouais.
Et c'est juste d'écouter ça et puis de l'accompagner, tout simplement. Ok. Et effectivement, quand tu vois que ça déborde et qu'il dépasse les limites, bah, faut le recadrer. Il n'y a Ouais, pas ouais, de «Ah oui, mais il est hypersensible». Mais justement, il a besoin d'être cadré. ouais. Et justement, pour boucler la boucle sur cette notion d'inné et d'acquis de l'hypersensibilité, ton enfant à toi, il est hypersensible inné, acquis ou pas du tout? Par curiosité? Euh, non, non, alors, ça peut évoluer, hein, mais Ouais, il n'est pas hypersensible. ok, Il est très différent de moi, justement. Et ok, moi, je crois vraiment que la vie nous envoie des challenges pour que, justement, on apprenne, on continue à grandir. ouais, Et justement, mon fils, il me challenge. ok, Parce que moi, je suis quelqu'un de très introverti à la ouais, base. Mon ouais, fils, il est hyper extraverti. ok, Moi, je suis quelqu'un, un ancien timide. ouais, Lui, il n'est pas du tout timide. Et ok, donc, justement, c'est ça, c'est d'accompagner, en fait, ces enfants dans leurs différences. ouais. Et de l'accepter et de l'accueillir pleinement, quoi. Hmm. Eh bien, écoute, je trouve que c'est une très belle idée pour finir cette interview, accompagner et, et même au-delà des enfants, accompagner les autres autour de nous dans leurs différences, l'accepter pleinement et considérer ça comme une richesse plutôt que comme un handicap. Je pense que c'est une belle manière de finir cet entretien ensemble. Merci beaucoup à toi, Jean-Philippe, d'avoir Merci à pris le toi. temps de répondre à ces questions. C'était super intéressant, toutes ces réflexions sur l'hypersensibilité. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Je mettrai les références de Jean-Philippe dans la description de la vidéo si vous voulez prendre contact avec lui, éventuellement échanger sur la possibilité d'un accompagnement avec Jean-Philippe. N'hésitez pas. Et moi, je vous donne rendez-vous à tous pour la prochaine interview la semaine prochaine avec encore une personne ultra pertinente qui nous partagera plein de points de vue et d'opinions sur différentes thématiques liées de près ou de loin à l'épanouissement amoureux. À la semaine prochaine. Bye bye.